c'est une question juste de le vouloir, hein, ou de le désirer. Par contre, dans le handicap mental ou le handicap psychique, alors psychique c'est la schizophrénie, il y a toutes ces maladies-là. Là, évidemment, il y a un blocage un peu... Alors, il faut savoir que les textes ont changé, puisqu'avant, il fallait que pour un baptême plongée handi, ça devait être sous avis de médecin fédéral. Ça a changé, c'est tout nouveau. Et le médecin traitant peut le permettre. Parce que c'est quand même un médecin traitant qui connaît le mieux son patient. Il peut dire si, oui ou non, il y a un risque pour cette personne à être immergée. Après, je vais vous expliquer un peu, nous, comment on conçoit l'immersion en fonction des pathologies. Donc voilà, ce que je voulais vous dire surtout, c'était que le rôle associatif est vraiment important pour dynamiser la plongée handi. Et que la plongée handi, c'est vraiment une découverte de soi-même en tant que moniteur. Une découverte d'autres personnes qui vivent des choses différentes et qui les vivent surtout différemment dans leur esprit. Et ce sont souvent des leçons de vie. Hein. Donc c'est quelque chose, il ne faut pas avoir trop de réticence ou de peur par rapport à ça, parce qu'en fait, ça se passe en général très simplement, quoi. Alors, sur les papiers, vous allez voir, vous avez des cursus avec des niveaux d'encadrement, EH1 et EH2. Alors, je vais essayer de vous réduire ça au maximum pour vous faire comprendre un peu ces différences entre le EH1 et le EH2. Dans ce que vous connaissez traditionnellement, les critères d'évaluation d'un plongeur sont relativement techniques. Pour la plongée handi, les critères d'évaluation en fait sont beaucoup plus simples. Le premier critère d'évaluation, c'est est-ce qu'une personne est capable de faire elle-même une manœuvre de Valsalva, puisque c'est pour la profondeur, c'est celle-là qui est la primordiale. Donc soit la réponse est oui, c'est un EH1 qui peut encadrer, soit la réponse est non, et c'est un EH2 qui doit encadrer. Alors, ensuite, cette manœuvre-là, peut-il la faire seul, une fois, ou peut-il la faire répétée? Et par la suite, automatiquement. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus ardu à mettre en évidence. Ça, c'est la première manœuvre qui est importante à prendre en compte. La deuxième, évidemment, c'est le maintien de l'embout en bouche. On peut avoir, par exemple, dans les traits autistiques, des jeunes, des enfants hein, qui n'ont pas de peur a priori. Mais par contre, si l'embout les gêne trop, ben, ils le cracheront, quoi, hein. Il n'y aura pas de souci. Donc en fait, là aussi, un EH1 en théorie n'a pas le droit de le faire, alors qu'un EH2 peut encadrer un enfant à trait autistique. C'est en train de changer tout ça, parce qu'on s'est aperçu que le H2, je ne sais pas dans l'ordre combien on est de H2, tu as une idée Non, parce que moi je fais ça depuis 40 ans, moi je suis EH1. Ah ouais, c'est ça, ouais, donc... Deux, voilà. Donc en fait, c'est pas assez, quoi. Et... là, je vois Anne, c'est Anne. Ah, tu peux approcher Anne, s'il te plaît? Parce qu'en fait, le problème qu'on a, nous, dans l'ordre des EH1, on peut facilement les former, puisque Anne en organise, dès qu'elle le peut, hein, au moins un par an. Mais le H2, c'est plus compliqué, parce que je crois que ça se fait sur 3 week-ends, c'est ça? Ouais, 5 jours. 5 jours. Donc moi, j'ai eu la chance de le faire à 7 sur une semaine, parce que je pouvais le faire. Mais c'est pas simple de libérer une semaine de plongée de formation EH2, quoi. Donc tu m'avais dit qu'il y avait peut-être une possibilité de module EH1 vers le H2 là. Ça se mettait en route ça ou pas? Oui, oui, il y en a chaque année. Non mais tu me parlais de Castres, de quelque chose à Castres. Ah non, alors ça c'est pas validant, mais c'est une journée complémentaire
pour en ce qui concerne le handicap mental. Voilà. Donc c'est une formation complémentaire pour les EH1 et ça ne valide pas le EH2. Ça vous donne une formation Mais complémentaire. est-ce que ça donne des prérogatives au H1? Parce que de toute façon, il n'y a rien qui interdit au EH1. D'accord. On recommande d'avoir le EH2 pour le faire, mais la loi pour un D'accord. texte de loi. Oui, oui. Ouais, donc en fait, voilà, mais ça vaut le coup quand même de passer ce module. On aimerait bien le passer. Voilà, parce qu'on est plusieurs hein, au GAPA là, à être intéressés par ça. Ouais, ce sera quand non. Ils ne savent pas encore. J'ai demandé, ils ne savent pas encore. D'accord. Parce que fin janvier, apparemment, tu avais dit Castres, mais je crois qu'il y a un stage photo à Castres. Donc ça ne veut pas être fin janvier. Si tu pouvais nous avertir un peu. J'ai demandé les dates et dès qu'il les a, il me les donne. Donc voilà, c'est quelque chose que l'on suivra, quoi. Donc pour vous expliquer un peu, en gros, les pathologies que l'on rencontre, que l'on peut rencontrer hein, dans la plongée, on va dire, on va parler d'abord du handicap moteur. Alors, on va commencer par expliquer un peu l'IMC, c'est l'infirmité moteur cérébrale. Les gens qui sont atteints de IMC, en fait, souvent c'est un problème à la naissance. Hein. C'est une anoxie qui se passe à la naissance, au niveau cérébral. Il y a une plongeuse de 7, qui est IMC, qui plonge depuis 5-6 ans, qui travaille, hein, mais qui a des difficultés de déplacement énormes et qui est traitée, parce qu'il faut savoir que l'IMC, les personnes vivent sous des possibilités de contraction musculaire permanentes. Imaginez que vous ayez une crampe permanente. Bon, elles en ont partout. Donc en fait, elles sont traitées pour stopper ce phénomène, quoi. Donc ça, c'est une infirmité moteur, dite cérébrale, mais en fait, il n'y a pas d'altération des capacités intellectuelles. Donc cette personne-là, elle est capable de comprendre une consigne de sécurité, de l'appliquer, de la répéter, voilà. Ensuite, on a du handicap moteur lié à des à des parties nerveuses qui sont détériorées. Le tronc cérébral, la moelle épinière. Moelle épinière, dans la plongée, on connaît un peu, hein, puisqu'avec les ADD, on sait ce qui peut en résulter. Donc ce sont des personnes qui peuvent être tétra, paraplégiques. En fonction des atteintes au niveau de la moelle épinière, il y a des paraplégiques qui vont avoir des fonctions ventilatoires normales et d'autres qui vont avoir des fonctions ventilatoires restreintes. Donc c'est ça qui va faire la différence dans la prise en charge. Ventilation normale EH1, atteinte ventilatoire EH2. Pour vous donner un exemple, sur 7, il y a un jeune homme qui a eu un accident tout bête. Hein. Il a plongé dans une piscine où il n'y avait pas assez d'eau. Il s'est fracturé la colonne vertébrale. La moelle épinière a cédé au niveau du cou. Et donc, sa contrainte à lui, en fait, pour respirer, il ne peut respirer que quand il est dans un angle de 45 degrés vers le haut. S'il est à l'horizontale sous l'eau, ou même à l'air libre en fait, hein, il ne respire plus. Donc en fait, en plongée, c'est un plongeur. Hein. À la base, il était plongeur, niveau 2. Il a repris la plongée, mais on doit veiller, comme il n'a plus de motricité sur les jambes, à le stabiliser dans une position pour qu'il n'ait pas ce risque d'étouffement. D'accord ? Les handicaps de la moelle épinière, c'est souvent, il n'y a pas d'altération de la ventilation, ou alors vraiment l'atteinte est tellement importante de toute façon que ces gens-là ne pourront pas faire d'activité physique, et encore moins de la plongée. Ensuite, on a les handicaps sensoriels. Sensoriels, c'est les personnes qui sont malvoyantes ou malentendantes. Malentendantes, il n'y a pas de souci, sauf que la perception de ce qu'ils vivent sous l'eau, évidemment, n'est pas la même que la nôtre. Mais les consignes de sécurité, en fait, les codes que l'on peut instaurer les uns les autres, ça c'est un peu l'imagination de chaque moniteur. Hein. Les codes de communication sont faciles à imaginer.
on se sort toujours, hein, pour expliquer des choses simples, on fait avec des gestes simples. Les malvoyants sont eux souvent adeptes de la plongée. C'est assez étonnant parce qu'en quelque temps j'en ai fait de plongée à peu près 6. Et en fait ce qu'ils perçoivent en vue n'a pas d'importance. C'est la perception de leur en fait de l'état d'apesanteur qui est ce qu'on recherche nous, hein, finalement, hein, sous l'eau. Ensuite, ce qui est intéressant de vous dire aussi, c'est quelques mots sur l'autisme. L'autisme, ça touche beaucoup les enfants, en fait. Ce que l'on voit, nous, en piscine, ce sont plutôt des enfants autistes. Donc là, en fait, les capacités cognitives, elles y sont toutes. La seule difficulté, en fait, c'est la relation que ces enfants ont avec l'extérieur. Donc c'est une prise en charge qui impose de les connaître longtemps. On ne peut pas faire plonger un autiste si on n'a pas une relation établie de confiance. Donc ça, c'est un travail de fond, ça prend du temps et ça demande de l'investissement personnel. Hein, parce que ça peut durer pour avoir un petit progrès, entre guillemets, parce qu'on ne cherche pas, on n'attend pas de progrès avec un jeune autiste. Hein. On attend simplement de partager un moment et où ça soit agréable. Ça peut prendre des années. Hein. Au HNM, ils ont des jeunes autistes qui qui nagent depuis 8 ans. Ils se déplacent, ils nagent, mais la relation avec le moniteur est toujours très fugitive. Hein. Voilà, donc si vous avez des questions principalement sur les formations EH1 peut-être et EH2 ou les cursus que vous avez, vous pouvez me poser vos questions. Pas de questions? Ouais. Moi, je voudrais simplement dire avec... Bon, je suis le marginal de la Fédé parce que ça fait plus de peut-être 30 ans que je fais plonger des handicapés mentaux. J'ai rencontré quelqu'un qui était MF2, qui avait un fils autiste et qui nous a embarqués dans cette mouvance-là. Et les plus grandes joies que j'ai eues en tant que moniteur, c'est pas avec les gens avec un profil normal, c'est avec les handicapés. Alors donc, pensez-y, hein, c'est un truc tout bête, mais quand vous faites voir une crevette à un jeune handicapé, c'est une merveille. Quand vous avez souvent un gars que vous formez,